Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce troisième webinaire qui est du cycle Aspect médico-social de la vaccination. On a autour de la table Yvon Lebranchu qui est professeur émérite d'immunologie. On aura également en vidéo Agnès Buzyn, donc, qui a été responsable en particulier de la vaccination obligatoire avec les 11 vaccins. On a Jean-Marie Cohen, qui est médecin généraliste et PDG d'OpenROM et enseignant-chercheur également. On aura en vidéo également Sidney Seban, qui est pédiatre et secrétaire général adjoint du Conseil de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins. Jean-François Thébault, qui est cardiologue, vice-président de la Fédération française des diabétiques, ancien membre du collège de la HAS. Et puis Jean-Louis Queux, qui est biologiste, professeur agrégé du Val-de-Grâce et fondateur de mesvaccins.net. Voilà, je crois qu'on va passer une session tout à fait passionnante. On a en tout cas des interlocuteurs de très haute qualité et je vais passer tout de suite la parole à Yvon Lebranchu pour qu'il lance effectivement ce webinaire. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Donc la vaccination est un geste simple, comme vous le savez, qui a sauvé des centaines de millions de personnes. La vaccination et donc l'Académie nationale de médecine sont nées à peu près en même temps, il y a un peu plus de 2 siècles. Et leur histoire a été étroitement mêlée pendant plus de 100 ans, 150 ans, où en fait la vaccination et le développement de la vaccination, les progrès de la vaccination se faisaient ici dans cette audience à l'Académie nationale de médecine. C'est pourquoi donc l'Académie cette année a décidé de faire de la vaccination sa grande cause 2024. Et donc, dans le cadre de cette grande cause 2024, nous avons fait un livre qui relate l'histoire de la vaccination et l'histoire de l'Académie, étroitement mêlée, comme je vous le disais, mais aussi un certain nombre de séances qui ont été programmées. Il y a eu, par exemple, une séance sur le fait que les vaccins, c'est pas quelque chose du passé, c'est même probablement un des traitements les plus prometteurs pour l'avenir. Ça a toujours été un facteur de progrès donc sur le plan médical, sur le plan scientifique. Et les vaccins, dans les années à venir, probablement seront des traitements, des piliers des traitements dans des maladies comme le cancer, comme l'allergie, comme les maladies inflammatoires et les maladies auto-immunes. Donc, nous devons faire encore une séance donc au mois de décembre, le 4 décembre, à laquelle vous êtes bien entendu tous invités, qui est une séance extrêmement importante puisque c'est la vaccination des sujets âgés. Les sujets âgés sont un peu comme les nourrissons, puisque chez un, le système immunitaire donc s'éduque et débute, et à l'opposé, chez le sujet âgé, ce système immunitaire est sénescent et décline d'année en année. Et la pathologie donc, infectieuse donc, est facteur de mortalité et de morbidité chez les sujets âgés. Maintenant, nous avons des vaccins qui sont efficaces chez ces sujets âgés. Et une des grandes questions, c'est comment réduire ce gap entre un traitement qui est efficace, qui est plutôt bien vu par les Français, mais qui n'est que très peu utilisé, puisque sur certains vaccins, la couverture vaccinale est inférieure à 5%. Dans ce cadre, un certain nombre de webinaires ont été donc mis en place avec la fondation de l'Académie, et c'est dans le cadre de ces webinaires que nous nous trouvons ce matin pour réfléchir ensemble sur la façon dont la société voit les vaccins, la façon aussi dont on peut améliorer cette couverture vaccinale. Et pour avancer un peu sur ces sujets, donc plusieurs intervenants, comme l'a dit Olivier Mariotte, et je vais sans plus tarder
passer la parole au premier intervenant, qui est le docteur Jean-Marie Cohen, qui va parler en fait des vaccinations contre les infections respiratoires et donner le paysage un peu européen et pas uniquement français de cette prévention des infections respiratoires. Alors, avant de passer la parole à Jean-Marie, je vous propose qu'on fasse quelque chose, c'est qu'on regarde une interview qu'on a réalisée il y a très peu de temps avec Agnès Buzyn, donc ancien ministre de la Santé, et donc son expérience est tout à fait intéressante. Alors, l'histoire du calendrier vaccinal est une histoire ancienne et pendant longtemps, certains vaccins ont été obligatoires, notamment la variole, ce qui a permis d'éradiquer la variole à travers le monde parce que pendant 40 ans, on a vacciné tous les enfants du monde contre la variole. On a éradiqué un virus grave. Et DT polio était un vaccin obligatoire pendant des années. Et puis, au fur et à mesure que de nouveaux vaccins sont arrivés, ont été mis au point, on a considéré que la population était adhérente au vaccin, trouvait que c'était normal de se faire vacciner et on n'a pas mis ces vaccins obligatoires, on les a simplement recommandés à la population. Et puis petit à petit, l'industrie pharmaceutique a réuni les vaccins dans les mêmes ampoules de façon à éviter un nombre d'injections trop important. Et on s'est retrouvé avec des ampoules pour le nourrisson, qu'on appelle le vaccin pentavalent, qui comprenait 3 vaccins obligatoires et 2 vaccins recommandés. Et des associations de parents assez contre la vaccination, ont porté plainte contre l'État. Et le Conseil d'État a sommé l'État de séparer ce qui était obligatoire de ce qui était seulement recommandé, ou de prendre une décision de ne rien rendre obligatoire ou tout rendre obligatoire. Donc nous avions une décision à prendre et cela date de Marisol Touraine qui avait demandé un rapport à un comité d'experts de la société civile pour savoir ce qu'il fallait faire. Le rapport avait conclu, c'était le rapport d'Alain Fischer, il avait conclu qu'on pouvait faire tout recommandé ou tout obligatoire, mais qu'après tout, c'était une décision purement politique et pas scientifique. Alors, à cette époque-là, je m'étais rendu compte que la population française était très défiante contre les vaccins. À peu près 40% de la population était contre les vaccins. Mais il y avait un vaccin qui n'était jamais remis en cause et qui n'inquiétait personne. C'était le DT polio, qui était un vaccin obligatoire depuis, je veux dire, la nuit des temps, depuis que les vaccins existent. Et donc, c'est contre-intuitif, mais quelque part, le fait qu'il soit obligatoire et que tout le monde l'ait eu, et que tout le monde se porte parfaitement bien, et qu'il n'y a pas d'effet secondaire, a renforcé l'adhésion dans ce vaccin obligatoire. Alors, il y avait ce premier argument qui m'a fait penser que, finalement, quand les vaccins étaient obligatoires, on retrouvait la confiance. Et par ailleurs, il y avait de plus en plus d'enfants non vaccinés, avec une réémergence d'épidémies de rougeole, avec des cas de méningite grave entraînant ce qu'on appelle les purpura fulminans, c'est-à-dire des enfants faisant des septicémies très graves où on est obligé de les amputer des 4 membres. On l'a vu pendant les Jeux paralympiques, tous ces gens amputés des 4 membres sont des enfants qui ont subi des méningites très sévères. Et donc tout ça m'était insupportable, beaucoup trop d'enfants mouraient inutilement ou avaient des handicaps à vie, que ce soit des handicaps cérébraux après la rougeole ou des handicaps moteurs après les méningites. Et je ne supporte pas la mort d'un enfant inutile. Et un enfant ne va jamais se retourner contre ses parents ou contre des discours anti-vax pour réclamer réparation. Et donc j'ai pris sur moi la décision de protéger ces enfants, quelque part contre leurs parents. J'ai pris sur moi la responsabilité de rendre ces vaccins obligatoires pour protéger la vie des enfants, pour éviter des handicaps sévères et quelque part pour éviter que ces enfants se retrouvent sans perspective de réparation, parce qu'aucun enfant handicapé ne porte jamais plainte contre ses parents. Et la réponse de la population est extraordinaire, c'est-à-dire que d'abord, les chiffres de maladies infectieuses infantiles depuis que ces vaccinations sont obligatoires, depuis janvier 2018, sont très très rassurants. C'est-à-dire que le nombre de cas de rougeole dans la population vaccinée depuis 6 ans a incroyablement diminué. Le nombre de méningites est passé d'environ 300 méningites par 5 ans
avant la vaccination obligatoire, et nous sommes actuellement à 5 méningites depuis qu'elle a été rendue obligatoire, méningite à méningocoque C, c'est-à-dire la méningite couverte par le vaccin. Il y a d'autres méningites, et je pense qu'il va falloir élargir aujourd'hui le nombre de vaccins contre d'autres types de méningites, mais en tout cas sur la méningite C, les cas ont incroyablement diminué, donc c'est très rassurant. Mais ce qui est pour moi le plus extraordinaire, c'est la confiance dans les vaccins qui est revenue dans la population française. C'est contre-intuitif, mais il y avait 40% de la population défavorable au vaccin avant la loi, et il n'y a plus aujourd'hui que 17% de la population défavorable au vaccin aujourd'hui. Alors le Covid est aussi passé par là, on a bien vu à quel point le vaccin anti-Covid sauvait des vies, mais quelque part, la rationalité est revenue. On se souvient maintenant que le vaccin, c'est l'intervention de santé publique qui a sauvé le plus de vies dans le monde depuis que la médecine moderne existe. Entre obligation et recommandation, il y a une attitude, j'ose pas dire hypocrite, qui est de dire c'est recommandé, mais on va faire un contrôle. Et quelle est votre opinion du pass vaccinal, par exemple? En réalité, ce que j'ai fait, c'est un pass vaccinal. Je ne suis pas allée dans toutes les familles, je n'ai pas demandé qu'on contrôle toutes les familles pour vérifier que les enfants étaient bien injectés. Ce qu'on a mis en place dans la loi rendant les vaccins obligatoires pour les enfants, c'est le premier pass vaccinal. On a dit aux familles, vous êtes libres de ne pas vacciner vos enfants et donc de prendre des risques pour leur santé, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas intégrer vos enfants dans une crèche ou à l'école, c'est-à-dire dans un lieu de public où votre enfant risquerait de contaminer d'autres enfants. Et donc, c'est un pass vaccinal. C'était le premier. Je pense que c'est un bon équilibre entre permettre et de garder une forme de liberté individuelle face à une intervention médicale, mais de protéger la population de ceux qui sont, entre guillemets, les passagers clandestins du vaccin, ceux qui comptent sur les autres pour ne pas être atteints par la maladie, ceux qui comptent sur les autres pour être vaccinés et éviter la diffusion des microbes, et qui, en fait, ne participent pas à un effort collectif de solidarité. Oui, donc voilà cette interview que vous voulez vous proposer. Qui explique la genèse de cette obligation vaccinale en 2018. On a abordé, Agnès Buzyn a abordé les différents sujets sur lesquels on reviendra. Il y a la vaccination des soignants, se protéger pour protéger les autres. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Il y a la question des antivax. Et sur tous ces sujets, je voudrais passer la parole déjà à Jean-Marie Cohen pour qu'il nous parle de la vaccination contre les infections respiratoires en Europe, savoir est-ce que les politiques sont vraiment différentes, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays européens, et comment, Jean-Marie, vous voyez les choses se dérouler, en particulier dans la cohérence européenne qui commence à se mettre en place. On l'a vu avec HERA, on l'a vu avec le vaccin contre la Covid. Donc il y a beaucoup de... Il y a des prémices qui sont plutôt positives. En fait, merci. Bon, écoutez, moi je suis un médecin généraliste, donc je vais être un peu basique. Première chose, c'est que partout dans le monde, 90% des dépenses de santé sont liées à des maladies chroniques. Personne n'est capable de donc payer ça. Donc il va falloir qu'on change. Il faut que nous nous organisions mieux pour faire mieux avec moins. Et en fait, il y a du boulot, parce que pour l'instant, on bricole. L'exemple des infections respiratoires est un bon exemple. Alors, avant d'en parler, je voulais juste dire que je n'ai aucun lien d'intérêt à titre personnel, aucun à titre universitaire. Par contre, je suis PDG d'une boîte qui fait des interventions en santé publique, et donc on travaille avec tout le monde. Donc l'industrie pharmaceutique ne représente que moins de 30% de notre chiffre d'affaires, mais on a des liens d'intérêt tous azimuts. Prenons par exemple la vaccination contre la grippe chez les seniors. Quand on regarde tous les pays d'Europe, on a le champion d'Europe, c'est le Portugal, qui a atteint largement
l'objectif fixé par l'OMS, 75% de la population à risque vaccinée contre la grippe. La France, qui, jadis était en tête de course, maintenant on n'est pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs. On est entre 45 à donc 60% de la cible, ce qui est quand même pas terrible pour un pays comme nous. Si on prend les vaccinations contre le SARS-CoV, donc le Covid, le champion d'Europe, c'est encore le Portugal, qui a donc vacciné 95% de sa population contre le Covid. Nous, on est bon, on a quand même fait plus de 80%, mais on n'est pas champion d'Europe. Si on prend une autre infection respiratoire, coqueluche, et si on regarde par exemple la France et l'Allemagne, c'est en fait très 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 étonnant. Parce qu'en Allemagne, il est recommandé de vacciner et de revacciner les adultes tous les 10 ans. En France, avec les mêmes données de la science, puisque c'est fondé sur les données de la science, nous, on nous dit il faut vacciner à 25, 45, 65 ans. Alors comment on fait quand on habite Strasbourg ? Si on est à Strasbourg, il faut se revacciner tous les 20 ans. Si on franchit le Rhin avec le pont de Kiel, là c'est tous les 10 ans. Alors qu'est-ce qui se passe ? L'immunité allemande, c'est pas la même que l'immunité française. Le vaccin, c'est pas le même. Il y a donc quelque chose qui va pas. Si on regarde l'ensemble des recommandations de tous les pays européens contre la coqueluche, en fait, tous les pays ont un programme, ont des FRECO. Par contre, il n'y en a pas deux pareils. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces différences ? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a donc une chercheuse qui s'appelle Maria Laura Silva, qui est une Brésilienne, et qui travaille à Bordeaux maintenant, et qui a travaillé sur essayer de voir quels sont les déterminants de ces recommandations. La science joue un rôle, mais en fait pas seulement. Il y a des considérations politiques, économiques. Il y a des études cliniques qui sont faites dans certains pays et pas dans d'autres. Il y a des modèles mathématiques qui sont pas les mêmes selon les pays. Et il y a une culture religieuse et des habitudes éthiques qui ne sont pas les mêmes. Allez, on va prendre l'immunosénescence. Vous en avez parlé, c'est un vrai sujet. Le Haut Conseil de la santé publique, par exemple, s'est intéressé au problème il y a déjà 20 ans. Et il avait recommandé qu'on essaye d'avoir des vaccins un petit peu spécifiques pour les gens âgés avec une meilleure efficacité clinique. Alors, on en a eu un, jadis, qui s'appelait GripGuard. Alors, il est plus commercialisé, donc je peux donc en parler en toute impunité. Il était réservé aux 65 ans et plus. C'était donc un vaccin adjuvé qui était donc autorisé, remboursé. Il n'a pas été prescrit. Donc, moi, la première leçon que j'en tire, c'est qu'un vaccin qui n'est pas soutenu par les prescripteurs et par les pharmaciens, ça ne marche pas. On a eu ensuite un autre vaccin qui a eu son AMM en 2020, avec un avis favorable au remboursement, mais en fait, il n'a pas été disponible. Donc, on est dans une situation absurde, où donc on nous dit « Ah oui, il y a donc un truc très bien qu'il faudrait utiliser, sauf qu'il n'y en a pas. » Alors, on a l'air de plouc. Il y a maintenant un vaccin high dose qui a fait ses preuves, qui a été autorisé, qui a son AMM, mais il n'a pas été priorisé en France. Et donc, il est donc remboursé comme les autres, mais sauf qu'il n'est pas disponible en France. Quand on regarde, qu'est-ce que les pays européens et même les pays dans le monde ont fait par rapport à ce vaccin high dose,
Eh bien, certains pays ont dit il faut le prioriser pour les gens très âgés et d'autres pas. En fait, ceux qui ont dit non, il ne faut pas le mettre plus que les autres, c'est la France, la Suisse, la Belgique et les Tchèques. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces différences ? Qui a raison ? Est-ce que c'est ces pays qui disent non, c'est un vaccin normal, pas plus intéressant que les autres ? Ou bien est-ce que c'est ceux qui sont d'avis de le prioriser ? Ce qui est sûr, c'est que pour que les professionnels de santé soient en fait convaincants, il faut qu'ils soient convaincus. Comment peuvent-ils l'être quand il y a de telles contradictions ? Alors, il y a pire. Il y a la vaccination des enfants contre la grippe. Donc, HAS a recommandé un vaccin nasal pour les enfants parce que c'est plus facile à faire, c'est mieux admis et c'est adapté et avec une efficacité prouvée. Eh bien, en fait, il est donc recommandé par les autorités, mais donc il n'est pas disponible. C'est en fait ce qu'on appelle une injonction paradoxale. C'est comme ça qu'on rend les gens fous. Donc moi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences de stratégie ? Qui accepte de recommander un vaccin qui n'est pas disponible ? En fait, comment sont en fait fixés et négociés les prix ? En fait, pourquoi est-ce que c'est opaque ? La commission de transparence, elle est opaque. C'est en fait pas logique, on devrait comprendre. En fait, comment est-ce qu'on peut avoir confiance quand il y a de telles contradictions ? Mais il y a même une contradiction fondamentale en France. La politique de santé est basée sur des recommandations du ministère de la Santé, mais le pognon, il est à Bercy. C'est-à-dire, il y a donc un ministère qui fait des choix et qui n'a pas le budget pour les mettre en œuvre. On est en pleine absurdité. Il y a donc en Europe un groupe qui s'appelle RAISE, où il y a un représentant par pays. Et il y a donc tous les pays d'Europe. Donc moi, je suis dans ce groupe. Et c'est intéressant parce qu'on se parle beaucoup entre nous. Et il y a donc un point commun entre tous, c'est que tous les pays font des efforts pour promouvoir la vaccination contre la grippe sur du long terme. Ils ont des petites progressions, année après année, ou stagnation, mais ça se joue sur 20 ans, pas sur 4 ans. Et, je vais prendre en fait 2 exemples dans ce groupe européen. J'ai donc un ami, bulgare, Andrew Galev, qui est il est donc colonel. C'est un médecin militaire. Et il est responsable du programme grippe donc en Bulgarie. Alors, ils partent de très bas parce qu'ils ont commencé récemment. Et il y a donc quelques années, ils ont fait une super campagne, mais vraiment remarquable. Avec de l'affichage, des trucs dans les bus, dans les métros, dans les pharmacies, soutien aux médecins, etc. Et c'était vraiment une super campagne. Eh bien, l'impact, il a été négatif. Ça a fait diminuer la couverture vaccinale grippe. Pourquoi ? Parce que le passé pèse lourd. Dans les pays d'Europe de l'Est, il y a eu plusieurs, dizaines d'années de pouvoir communiste. Donc la population a gardé en mémoire que si l'État dit qu'il faut faire quelque chose, eh ben, il faut donc surtout faire exactement l'inverse. C'est un réflexe défensif. Et donc, moi j'en ai tiré une leçon, c'est que le passé pèse lourd et que les erreurs qu'on fait donc aujourd'hui, elles vont nous gêner pendant plusieurs dizaines d'années. Il ne faut pas se tromper maintenant. Dans le groupe, il y a donc un Portugais, Filippo Froze, qui donc raconte très bien ce qu'ils ont fait au Portugal pour devenir champion d'Europe. En 2009, ils ont donc créé le vaccinomètre.
En France, on n'a pas ça. Ils ont créé un vaccinomètre et ils ont dit, les pharmaciens peuvent en fait vacciner contre la grippe. En 2012, la vaccination est devenue gratuite pour les personnes âgées quand elles allaient dans les centres de santé du pays. En 2019, ils ont élargi aux personnes atteintes d'une maladie chronique. En 2020, c'est vaccination gratuite pour tous les gens à risque de complications pour la grippe. 2022, objectif OMS atteint. Et, je donc lui ai dit, la com, comment vous la faites ? Il me dit, c'est très simple. On a dit, il faut que ce soit facilement accessible. Il faut que la vaccination repose sur une confiance de la population. Et nous, on met un accent sur l'utilité, sur la sécurité et sur le vaccinomètre. Et confiance, ça commence par la vérité, quand on dit la vérité, et ça finit quand il n'y a plus de vérité. Et la confiance s'instaure très lentement, mais se perd rapidement. En France, qu'est-ce qu'on a fait ? En France, on a commencé beaucoup plus tôt, puisque dans les années 82-84, il y a eu le projet Prémutam, mené par le gouvernement, la mutualité, la Sécu et les labos pharmaceutiques producteurs. Ça a très bien marché, c'est-à-dire la couverture vaccinale grippe a progressé pas à pas pendant une vingtaine d'années. Et en 1995, il y a eu un élargissement de l'âge du nombre de maladies. Par contre, ce bloc qui portait la promotion de la vaccination grippe, ce bloc s'est désintégré. L'État et Sécu ont fait campagne de leur côté, les producteurs de leur côté, et la non-mutualité est partie jouer ailleurs. Et bien maintenant, même avec la vaccination gratuite en pharmacie, on est loin du but fixé par l'OMS et on a même une décroissance lente de la couverture grippe. On a un vrai problème. Ce qui est dommage, c'est que donc sur le terrain, ça bouge. En France, vraiment, quand on veut, on peut. Il y a 10 ans, vacciner en pharmacie paraissait impossible. Isabelle Adno, la présidente de l'ordre des pharmaciens à l'époque, a dit « Je veux y arriver. Je veux que les pharmaciens vaccinent. » Elle y est arrivée. Maintenant, ça paraît une évidence. Il y a en ce moment dans l'Aube une CPTS qui est sur 3 Champagne métropoles. Donc une CPTS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc c'est tous les soignants du coin. Ils sont en train de lancer une campagne qui paye eux-mêmes, qui gèrent eux-mêmes, ils demandent rien à personne. Et ils se mettent en photo sur une affichette qu'ils mettent dans leur salle d'attente avec comme leitmotiv je suis vacciné contre la grippe et vous. C'est tout bête, ça coûte pas cher. Alors on va voir si ça marche. Mais c'est une initiative locale. De même, il y a tout un groupe de professionnels qui a créé VLS, vaccination et lien social. Non pas pour réinventer un site pro-vaccination, mais juste pour rendre facile d'accès tout ce qui est fiable en matière d'infos vaccinales. C'est illustré par des sénateurs URPS, qui travaillent au Canard enchaîné aussi, et au Monde et au Sud-Ouest. Et c'est un truc facile à lire. Il faudrait faire un peu rapide. Oui, j'ai presque fini. Donc, quelles leçons on tire ? Nous ne sommes pas les pires, nous ne sommes pas les meilleurs.
La science n'est pas le seul facteur de réalisation des recommandations. Il est indispensable d'avoir un appui par les soignants. Il faut suivre l'exemple du Portugal. Mais surtout, moi je voudrais reprendre une idée d'un député du Rhône, Cyril Isaac Sibylle. Il faut qu'on fasse avec la prévention comme on a fait il y a donc 50 ans avec Airbus. Dans les années 50, 60, il y a eu un plan industriel à long terme pour arriver à développer l'aviation française. Eh bien, il faut faire pareil avec la prévention. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. On reviendra, il y a eu énormément de questions dans tout ce que tu as dit, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, et on regardera ce que ça donne dans le chat également. Alors, je vous invite maintenant à regarder une interview de Sidney Seban, donc, qui est secrétaire général adjoint du Conseil de la Ville de Paris, de l'Ordre des médecins, et qui va nous rappeler la position de l'Ordre en particulier sur les obligations vaccinales des nourrissons et la position du médecin dans son approche individuelle. Docteur Sidney Seban, vous êtes pédiatre, secrétaire général adjoint du Conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins. Pouvez-vous nous donner la position de l'Ordre concernant les obligations vaccinales des nourrissons ? Alors l'Ordre a bien entendu soutenu cet aspect de la politique vaccinale, et ce à plusieurs titres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le maintien des couvertures vaccinales est un enjeu de santé publique, et la protection des nourrissons face à des maladies infectieuses dont le fardeau est particulièrement important en termes de morbidité et de mortalité est un enjeu fondamental. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la politique d'obligation, elle s'appuie sur une expertise scientifique, celle de la Haute Autorité de Santé, et bien sûr de la commission technique des vaccinations qui l'accompagne. Alors, sur le plan déontologique, tout médecin doit soutenir et apporter son concours aux actions qui sont entreprises, notamment par les autorités compétentes, en vue de la protection de la santé, comme le stipule d'ailleurs très bien l'article 12 du Code de déontologie. Mais c'est aussi une affaire de protection individuelle de chaque enfant, et ça concerne potentiellement donc chaque médecin dans le cadre du colloque singulier qu'il peut avoir avec les familles. Et rappelons qu'à ce sujet, le Code de déontologie stipule bien que le médecin est le défenseur de l'enfant et de ses intérêts. En plus, il faudrait quand même aussi rappeler que dans le contexte de remise en cause du bien fondé de la vaccination, la mise en place des obligations en 2018 a permis d'enrayer un effritement constaté, en tout cas des couvertures vaccinales chez les nourrissons pendant la décennie précédente. Et il est admis qu'elle a permis aussi de renforcer la confiance du grand public en donnant un signal fort, finalement, un effet en quelque sorte d'entraînement, et contribuer aussi à augmenter de façon indirecte l'acceptabilité et la couverture vaccinale des vaccins, cette fois-ci recommandés, chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc je pense que l'Ordre ne peut que se réjouir de tous ces aspects. Docteur Seban, obliger, c'est contraindre. Dans ce contexte, comment doit se positionner le médecin dans son approche individuelle ? Alors vous avez raison de souligner cet aspect de la contrainte au sein du colloque singulier et de la relation de confiance qui s'installe entre le médecin et les parents. Alors je crois qu'il est utile de rappeler un point fondamental. La loi ici n'est qu'un début. C'est un début, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est pas tant de la faire appliquer, c'est bien sûr de penser qu'il faut bien protéger l'enfant, et c'est ça qui est le point principal. Alors aussi, le consentement est crucial, il doit être recherché par le médecin auprès des parents, et sans équivoque. Et d'ailleurs, c'est rappelé par l'article 36. Puis si on veut aller plus loin, en fait, la loi en fait ne change rien. Les médecins vont continuer et continuent d'expliquer, d'informer de façon claire, loyale, de façon appropriée les familles sur l'intérêt de la vaccination. Effectivement, la loi ne change rien, mais je voudrais insister aussi sur le fait que, assez paradoxalement, elle change tout. Alors pourquoi ? Parce que l'obligation, elle change beaucoup la perception des médecins. C'est un message fort de soutien qui a été envoyé de par le politique, en soutien justement des efforts quotidiens que font les médecins dans leur effort de conviction. Donc grâce à tout ceci, les hésitants vont moins hésiter. Et qui plus est, il y a de la cohésion entre le message politique
et le message qui est porté par les médecins au quotidien. Vous insistez sur le fait que l'obligation ne change rien et beaucoup à la fois. Justement, des nouvelles valences vaccinales, notamment contre les méningocoques des sérogroupes A, W, Y et B, deviendront obligatoires dès le 1er janvier 2025. Cela va-t-il compliquer la tâche des médecins, à votre avis ? Alors moi, je suis persuadé que non. L'enjeu de pédagogie, en fait, ici, il reste toujours central dans l'accompagnement des familles. Donc, à la limite, le code de déontologie, là aussi, nous permet d'avancer. Dans l'article 8, le médecin doit tenir compte des données acquises de la science et doit apporter, comme je l'avais déjà rappelé tout à l'heure, son concours aux autorités. Donc, les voies du rationnel et les évolutions des contextes épidémiologiques rendent nécessaires ces ajustements que les médecins ne peuvent ignorer. Et finalement, ces ajustements, ils doivent être expliqués aux familles afin qu'elles soient partie prenante de la décision dans l'intérêt de leurs enfants. La loi fait mention de possibilités d'exemption. Comment les médecins doivent-ils se comporter face à des demandes qui pourraient être excessives ? Alors, pour répondre à votre question, seules les contre-indications documentées peuvent justifier une exemption, que celle-ci soit transitoire ou définitive. Et finalement, les contre-indications vaccinales sont extrêmement rares et elles sont bien listées. Donc il est important de rappeler quand même que tout contournement de cette disposition par le médecin va l'exposer à un manquement déontologique. Alors sur plusieurs aspects, par exemple les critères d'info, avec l'article 28 du Code de déontologie. L'article 50 rappelle que le médecin ne doit pas céder à une demande qui pourrait être abusive. Et puis l'article 43 vient à rappeler aussi que le médecin doit jouer son rôle de défenseur, notamment si le médecin estime que l'intérêt de l'enfant est mal perçu ou mal compris. Une dernière question, Dr Seban. Comment le médecin peut-il procéder face à une opposition ? Alors là, tout d'abord, aucun praticien ne saurait s'incliner devant un refus systématique de l'acte vaccinal, qui est un acte de prévention qui est fondamental. Alors, concernant un tel refus, il pourrait être d'ailleurs considéré par le médecin comme une maltraitance vis-à-vis de l'enfant. Donc, je pense qu'il est utile de rappeler que là, le médecin est dans l'obligation éthique et légale de vaincre les réticences. Il doit informer avec conviction, et s'il ne le fait pas, ça pourrait être considéré d'ailleurs comme une négligence de sa part. Donc il faut aussi considérer que le refus n'est pas forcément définitif et que les efforts de conviction doivent être réitérés vis-à-vis des parents, ne pas les laisser, on va dire, tout seuls, voire se détourner du médecin. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le médecin doit venir à bout de l'ignorance et de la conviction non fondée. C'est un effort qui est constant. Alors, dans ce cas-là, on peut quand même recommander aux médecins de ne pas rester seuls, de le faire peut-être en concertation ou en relais avec le médecin de PMI ou bien le médecin de la crèche. Et donc, c'est un point important pour éviter effectivement la solitude du médecin dans ce cadre-là. Et si malgré tout le vaccin est refusé ? Alors, si malgré tout le vaccin est refusé, en cas d'opposition formelle, il est prudent quand même de faire signer une attestation de refus de soins, en consignant ce refus et les risques d'ailleurs qui y sont associés, en le notant aussi dans le carnet de santé. Parfois, ceci arrive à convaincre ou à persuader quelques familles, et donc il faut saisir la balle au bond. Et puis je terminerai en rappelant que les droits des parents ne peuvent pas s'exercer non plus au détriment de leurs propres enfants. Et donc tout ceci pourrait déboucher, comme je l'ai abordé un petit peu avant, sur un signalement à la CRIP pour manquement, en tout cas, aux obligations parentales. Docteur Seban, je vous remercie. Avec plaisir. J'ai passé la parole tout de suite à Jean-François Thébault, donc, qui est cardiologue, médecin, et en même temps, un statut un peu particulier, patient, et vice-président de la Fédération française diabétique. Et je crois que ça donne un éclairage qui est tout à fait intéressant, et ça change beaucoup sur les points de vue par rapport à justement la profession, la façon dont on doit se préoccuper des patients et peut-être envisager d'autres formes de dialogue avec eux pour avoir une efficacité thérapeutique qui soit à la hauteur des objectifs de santé publique. Mais merci beaucoup, merci Olivier, merci à la Fondation l'Académie de médecine
de m'avoir invité. Alors, c'est pas si exceptionnel que ça, hein. Des médecins malades, il doit y en avoir plus d'un. Bon, il y en a peut-être pas beaucoup qui s'engagent dans l'associatif bénévolat, comme je le fais au sein de la Fédération française des diabétiques. Il y a 4,5 millions de personnes diabétiques en France. C'est un gros poids. Avant de commencer mon propos, parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie Cohen tout à l'heure, un professionnel convaincu est un professionnel convaincant, mais l'inverse surtout est très vrai. Un professionnel pas convaincu est vraiment pas convaincant, et ça c'est un point important. Et la conviction d'un professionnel, ça passe par sa vaccination lui-même. Donc je vais, pour déborder un petit peu le sujet, ou élargir un peu, m'attacher à l'obligation vaccinale des soignants. Parce que c'est par là que la transmission peut se mettre. Si on prend l'exemple de la rougeole, pratiquement on a 80% j'ai les chiffres exacts pour les retrouver, 80% des rougeoles des enfants qui sont en fait nosocomiales, c'est-à-dire transmises par les aidants, les soignants qui les accompagnent. Ce qui montre bien ce rôle important. Avant de commencer, quelques réflexions par rapport à ce qu'on a dit. Mes liens d'intérêt, ils sont accessibles sur le site dpi.gouv et transparence.gouv de manière in extenso. Donc, je ne vais pas les rappeler ici, mais vous pouvez tous les consulter. Je suis très fier d'être dans cette salle, Simone Veil, avec, dommage que Agnès Buzyn, sa belle-fille, ne soit pas ici pour compléter cet honneur. Alors, tout à l'heure, poser la question, quel est le rôle du médecin ? Le premier rôle, c'est soigner. Et le deuxième rôle, c'est prévenir, protéger. Et pour protéger les autres, il faut vacciner les autres, mais aussi se vacciner pour ne pas transmettre cette maladie. C'est d'ailleurs la première recommandation du CCNE. Si je reprends en lisant l'avis du CCNE de 2023, il dit que considérant le devoir de protection des droits fondamentaux des patients, notamment les plus fragiles, dont la protection dépend d'autrui, et l'impératif de sécurité de soins, le CCNE estime que la vaccination des professionnels de santé contre les maladies contagieuses, lorsqu'un vaccin est disponible et montre un ratio bénéfice-risque positif pour la population, relève d'une responsabilité consubstantielle aux professions des secteurs sanitaires et médico-sociaux, visant à tout faire pour minimiser le risque des patients. Je crois que tout est dit dans cet avis. Après, c'est un peu plus compliqué, on le verra, mais tout est dit dans cet avis. Alors, une chose aussi qui me frappe dans ce qu'on entend, c'est terrible un enfant malade, et Agnès Buzyn a raison, c'est terrible un enfant amputé et un enfant décédé. Mais pour la grippe et les infections respiratoires, voyons quand même les enjeux en termes de nombre. On a 5 décès par an, et peut-être beaucoup plus de méningite. C'est horrible, je ne veux pas minimiser, mais on a 10 000 morts de la grippe par an. Alors pourquoi on ne se mobilise pas plus sur la grippe et les infections respiratoires ? 10 000 morts, alors c'est pas parce qu'on est vieux que c'est légitime de mourir. Donc il faudrait quand même prendre conscience du poids, du fardeau, comme on dit, du fardeau de cette maladie, et que l'État, les collectivités, les pouvoirs publics, l'ensemble des acteurs mettent en œuvre. Alors l'HAS, dans sa grande sagesse, elle dit oui mais, pour la grippe. Elle dit, oui, mais l'efficacité en faveur de l'obligation vaccinale des soignants, je dis. L'efficacité est inconstante selon les années, et l'insuffisance des données transmissibles à ce jour sur le fardeau de la grippe nosocomale transmise par les soignants n'est pas très bien documentée parce qu'on n'a pas d'outils. Donc finalement, de ce fait, on pourrait dire, c'est peut-être pas forcément très utile de se vacciner. Voilà, mais il ne faut pas interpréter ça comme ça, parce que la HAS, elle précise aussi qu'aujourd'hui, la vaccination est un enjeu absolument fondamental pour les soignants. Alors, à cette question, est-ce que obligation ou recommandation ? On pourrait dire incitation forte ou obligation, incitation éthique ou, comme ça a été dit, je vais prendre un gros mot, marketing social du nudge, parce qu'en fait, le pass vaccinal, c'était du nudge. Quels sont les moyens les plus efficaces ? Alors, on peut répondre comme l'ordre, comme un certain nombre. La première question, c'est déontologiquement, primum non nocere. Donc, faisons tout pour ne pas nuire. D'ailleurs, il y a un certain nombre de vaccinations obligatoires, tant chez les soignants que chez les enfants, qui ne posent pas de problème. On a parlé des polio. On parle pour les soignants d'hépatite. On va y rajouter la rougeole, je crois, mais sur des données qui ont été fondamentalement.
Alors, je me suis intéressé à quelles sont les opinions, on est ici médico-social, de la représentation des patients. Et donc, j'ai interrogé et pris l'avis de France Asso Santé, qui est l'expression. Là, l'avis est très tranché. Pour France Asso Santé, tous les professionnels de santé devraient être obligatoirement vaccinés contre toutes les maladies transmissibles, et en particulier pour toutes elles et tous ceux en contact avec les plus fragiles, nourrissons, enfants, personnes âgées vulnérables, immunodéprimés, personnes en situation de fragilité, notamment en cours de vaccination, comme nous l'avons vécu au cours de l'épidémie du Covid. Et de conclure, toute infection contractée par l'une de ces situations doit être assimilée à une infection nosocomiale, comme c'est le cas par exemple pour la rougeole, comme le précisait l'HAS. Je retrouve les chiffres, c'est 75 à 83% des cas de rougeole sont contractés par les enfants dans les endroits qu'ils ont fréquentés, que ce soit des crèches, des maternelles ou des établissements hospitaliers. Voilà, donc le CCNE, pour revenir là, conclut que c'est une obligation. Non, c'est pas une obligation, c'est de la responsabilité, ce qui est un petit peu différent. Est-ce que c'est une responsabilité déontologique, éthique, civile ou pénale? Ça, c'est à la collectivité et aux ordres d'en décider. Donc il s'agit non d'une obligation, mais d'une recommandation pour le CCNE. Et d'ailleurs, cet avis est repris également par la Haute Autorité de Santé, qui a à peu près les mêmes affaires, mais qui conclut, et c'est intéressant parce qu'on rebondit sur ce qu'a dit Agnès Buzyn tout à l'heure, il conclut, le CCNE, une telle décision appartient aux politiques et ne peut être prise qu'à l'issue d'un processus clairement expliqué, débattu et accompagné auprès des structures de santé et des organisations professionnelles. C'est donc qu'il renvoie aux politiques, et c'est normal, de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que l'État va vous imposer. Donc la Haute Autorité de Santé, à partir des chiffres, ça a été bien dit, elle recommande aussi la vaccination en dehors de celles qui sont déjà obligatoires, connues, et ne demanderait de ne rajouter que l'hépatite, qui est déjà obligatoire pour les jeunes professionnels de santé qui rentrent en fac, et la rougeole. Alors, quand on veut analyser l'ensemble des situations éthiques et des dilemmes, on peut se poser 3 questions qui me paraissent fondamentales. La première, c'est est-il éthique pour un professionnel de santé de ne pas se vacciner? Mais la seconde, est-il éthique d'obliger un professionnel de santé de se vacciner? Et la troisième, si oui, on décide que c'est une obligation, quelles sont les garanties qu'on peut donner à ce professionnel contre les effets délétères qu'il peut avoir et contre le respect de son autonomie, parce que le professionnel de santé est un individu comme chacun, et c'est le principe fondamental du respect de l'autonomie de chacun, du choix de chacun. Or, on ne peut rien imposer à la personne sans son consentement. Ça a été dit, redit pour les patients, mais c'est la même chose pour les professionnels. Donc, et puis surtout, obligation, mais quelle sanction? Voilà, donc, ce mode de raisonnement, ça risque de renvoyer dos à dos, comme ça a été cassé le cas actuellement, entre le refus et l'obligation. D'où la nécessité, c'est ce qu'a bien dit et bien expliqué avec l'exemple de l'Espagne, du Portugal, Jean-Marie Cohen, d'où la nécessité de comprendre les motifs, d'agir du point de vue des soignants, en posant clairement cette question, est-ce que la persuasion, c'est pas plus efficace que la contrainte? Est-ce que la responsabilisation, c'est pas plus efficace que la culpabilisation? Et tous les ans, pour montrer, lors d'un colloque récemment utilisé, un chef de service de l'hôpital de Grenoble, infectieux, si ma mémoire est bonne, montrait que dans son service, 90% des professionnels étaient vaccinés, mais que si on allait dans le service d'à côté, ça descendait à 10% vaccinés. On voit bien qu'il faut qu'il y ait, comme tu l'as très bien dit, un enjeu complet de l'ensemble des chefs de service, des directions, des établissements de santé, des chefs d'équipe, entre guillemets, ambulatoires, en ambulatoire, comme tu l'as cité dans les CPTS, pour entraîner ce mouvement, qui doit être un mouvement de longue date. Il faut implanter les initiatives locales pluridisciplinaires et agir sur la vaccination. Ça, c'est toi qui l'as écrit, donc j'ai repris cette phrase. Alors, cette incitation, si on dit qu'il faut une incitation forte, laquelle ça peut être des artefacts, entre guillemets, des nudges, comme on dit, comme le pass vaccinal. Le pass vaccinal, ce n'était pas une obligation formelle. Vous pouviez ne pas vous faire vacciner. Bon,
pas de bar, pas de cinéma, pas de théâtre, par exemple. Et le professionnel de santé, pas de travail en contact des patients. Ce qui implique, comme sanction, de ne pas travailler pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Est-ce que c'est une obligation ou une incitation très forte ? Quoi qu'il en soit, ça a été efficace. On l'a montré, puisque si je prends l'exemple du Covid, en juillet 21, dans les établissements, 70% des médecins vaccinés. En septembre 21, 89% étaient vaccinés. Donc on a quand même bien gagné. Et pour le personnel paramédical, qui est un petit peu plus difficile à convaincre habituellement, on était à 59%, on est remonté à 88,4% en septembre, juillet-septembre. Donc il y a des incitations fortes qui peuvent être efficaces. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution, comme proposition, puisque c'est bien, c'est tout le principe de l'éthique, et de l'éthique. L'éthique, elle est très efficace et très bien pour poser les bonnes questions. En revanche, c'est plus difficile pour apporter les réponses. Eh bien, si on se réfère à ce qui a été, pour nous, alors je vais prendre la casquette usagée, le plus important, c'est la transparence. C'est-à-dire la transparence et l'information. Donc, que le professionnel convaincu nous affiche son statut vaccinal, comme ça a été fait par exemple dans cette initiative ou dans d'autres initiatives, ils portent un badge « Je suis vacciné ». Mais il y a d'autres moyens pour être encore plus efficace. Je proposerais par exemple, regardez, mon espace santé, maintenant les pharmaciens, dès qu'ils vous vaccinent, et même si ce n'est pas lui qui vous a fait, dès qu'il délivre un vaccin, hop, il enrichit automatiquement mon espace santé pour savoir si vous êtes vacciné ou pas. Il peut le faire aussi pour les professionnels de santé, et pourquoi pas mettre un système qui permet de voir si son professionnel de santé est vacciné ou pas, transparent et accessible au public facilement. Et pour conclure, je dirais il y a un outil qu'a porté le Conseil national de l'ordre qui me paraîtrait assez efficace, c'est la certification périodique des professionnels de santé, qui concerne pas tout le monde, mais 8 des professions à ordre, toutes des professions qui ont un ordre. Eh bien, dans cette certification, il y a 4 axes que doit remplir le professionnel de santé. Le 4e axe, c'est la santé du professionnel de santé. Eh bien, la vaccination devrait faire partie de cet axe, au même titre que son bilan addictologique ou psychologique, est-il ou non vacciné, et ces informations devraient être accessibles de manière transparente sur un site, de manière à ce que les patients puissent voir l'état de son médecin, comme il peut aller voir mes liens d'intérêt aujourd'hui ou les petits sous que j'ai touchés dans des repas avec l'industrie pharmaceutique sur transparence.gouv. Ça pourrait être une incitation forte également, et ça, c'est de la responsabilité des structures professionnelles de l'imposer. Je vous remercie. Merci Jean-François pour ces précisions qui sont extrêmement importantes, qui placent justement les soignants devant leurs responsabilités. Reste à savoir maintenant pourquoi on se retrouve avec des chiffres. Alors tu nous as dit que les chiffres avaient bien augmenté. Pour le Covid. Mais pour le Covid. C'était pour le Covid. Si on regarde pour la grippe, on n'est pas du tout au même niveau. Il n'y a pas de passe vaccinal sur la grippe. Non. Non, c'est un vrai problème. On a eu plusieurs crises dans les EHPAD en particulier, qui étaient liées justement au fait qu'il y avait des contaminations qui avaient été faites. Et ça ne date pas du Covid, ça date d'avant. Des contaminations grippales qui avaient été faites et qui étaient du fait justement des professionnels de santé, que ce soit des personnels soignants ou des gens d'équipe de soins, quoi qu'il arrive. Oui, mais comme le disait l'HAS, on n'a pas de données, on ne sait pas. On nous dit il y en a eu beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est comme un vaccinomètre, un grippomètre, qui comptabilise les morts, et pas seulement de manière brute ou totale, il y a eu tant de morts, mais le contexte, de manière à ce qu'on puisse montrer l'efficacité. Je pense quand même qu'on a les outils maintenant avec la santé numérique, et ça va me donner une transition pour passer la parole à Jean-Louis Koch, justement, qui est fondateur de mesvaccins.net et qui est également professeur biologiste et professeur agrégé au Val-de-Grâce. Jean-Louis, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, le numérique est un sujet important. Aujourd'hui, il est présent dans notre vie quotidienne. On ne peut plus s'en passer pour se déplacer, pour s'informer, pour faire du sport, et aussi pour se soigner. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a imaginé la mise en place d'outils numériques pour accompagner la vaccination dans tous ces aspects,
pour faire en sorte que les populations soient mieux vaccinées, sans défaut ni excès. Donc conformément aux recommandations vaccinales en place. Et on sait que ces recommandations sont complexes, qu'elles évoluent rapidement. Et donc les médecins ont du mal à se les approprier, le grand public à les comprendre. Et ceci entraîne des situations délicates où lorsque vous demandez l'avis d'un médecin, vous avez une réponse. Et quand vous demandez l'avis d'un autre professionnel de santé, vous avez souvent une autre réponse. Donc ceci entraîne des discordances de messages et donc des problèmes de confiance dans la vaccination. Donc nous pensons que certains outils peuvent nous aider à rétablir cette confiance et à mieux accompagner les patients, les personnes, les citoyens, comme les professionnels de santé. Et donc nous avons essentiellement trois briques à disposition. Nous avons une nomenclature unifiée des vaccins, un système d'aide à la décision vaccinale et un carnet de vaccination numérique. Le premier outil, la nomenclature unifiée des vaccins, nous permet, je dirais, de parler partout la même langue vaccin. En fait, aujourd'hui, quand vous ouvrez un carnet de santé, vous avez des noms de vaccins que le grand public a du mal à comprendre. En fait, les personnes ne savent pas contre quoi elles sont vaccinées. En plus, on a des noms de vaccins parfois très anciens, mais qui comptent toujours, parce que l'immunité perdure, ou des vaccins qui ont été administrés à l'étranger. Et donc aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. Donc cette nomenclature permet de numériser tout type d'historique vaccinal. Et grâce à la structuration de l'information que nous avons mise en place pour chaque dénomination vaccinale, permet aussi d'interpréter cet historique vaccinal. Le but, ce n'est pas simplement de le représenter, c'est de savoir si on est à jour ou si on n'est pas à jour contre telle ou telle maladie. Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, qu'il y a une extension des compétences professionnelles en matière de vaccination, notamment, par exemple, pour les pharmaciens et les infirmières. Mais la première étape pour prescrire un vaccin, c'est de savoir si la personne est à jour ou pas. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît au premier abord. Donc, cette nomenclature va nous permettre de faciliter cette connaissance et cette interprétation de l'historique vaccinal. La deuxième brique, c'est le système d'aide à la décision vaccinale qui va s'appuyer sur, d'une part, la nomenclature unifiée des vaccins, donc un historique structuré des vaccinations, et d'autre part, sur le profil santé de la personne, parce que tout le monde ne doit pas être vacciné de la même manière. Les besoins vaccinaux sont très différents. J'ai vu déjà qu'il y avait une question, par exemple, sur la vaccination des personnes immunodéprimées. Donc, il faut prendre en compte cette diversité. On a identifié plus de 700 conditions qui déterminent des recommandations vaccinales. Donc, il y a bien sûr l'âge, le sexe, mais qui déterminent les recommandations générales. Mais au-delà de ça, il y a les conditions de vie et de travail, l'existence de maladies chroniques. On a parlé du diabète qui détermine des recommandations vaccinales spécifiques. Le fait d'être une femme enceinte. Donc, le fait de voyager, les besoins particuliers en médecine du travail. Donc tout ceci fait qu'effectivement, il faut prendre en compte ces éléments. Et l'idée, là, c'est de simplifier les recommandations vaccinales, de transformer cette complexité dont je parlais tout à l'heure en simplicité grâce à un concept qui est la personnalisation des recommandations vaccinales. Et c'est sur ça qu'on se fonde pour apporter des messages pertinents et à fort impact chez les personnes. Que si une personne vous lui parlez de toutes les vaccinations, elle ne va pas comprendre, ça ne va pas la concerner, et même ça pourra avoir un effet inverse de l'effet attendu. Ce que décrivait tout à l'heure Jean-Marie pour la campagne de vaccination. Si on fait des campagnes trop larges, parfois ça peut avoir, même pas seulement dans les pays de l'Est, ça peut avoir des effets négatifs. Donc en fait, si vous vous adressez à chaque individu en fonction de ses besoins, vous allez avoir donc un impact beaucoup plus fort. Et pour ceci, donc, nous avons mis un système qui est entièrement déterministe, c'est-à-dire qui est prouvable, qui s'appuie donc sur les recommandations vaccinales en vigueur et qui va nous permettre de prendre en compte toutes les situations. La troisième brique, c'est le carnet de vaccination numérique qui va permettre, comme tout bon carnet qui se respecte, de représenter l'historique vaccinal de manière numérique, à l'appui cette fois-ci de la nomenclature unifiée des vaccins, mais qui va contenir aussi des conseils
des conseils vaccinaux, des recommandations vaccinales personnalisées qui vont pouvoir suivre l'individu au cours du temps. Et on sait que les besoins changent au cours de la vie. Et donc, ceci va permettre de fixer ces besoins vaccinaux et également donc de calculer les dates des prochaines doses de vaccins à administrer et de les d'envoyer ces dates par email à la personne pour qu'elle n'oublie pas de se faire vacciner. Parce que souvent, les personnes ne sont pas vaccinées, ce n'est pas parce qu'elles sont réticentes à la vaccination, mais c'est parce qu'elles oublient tout simplement. Et si elles sont en bonne santé, elles n'iront pas voir leur médecin ou notre professionnel de santé pour faire le point, parce qu'elles sont en bonne santé. Et donc, eh bien, ça va effectivement entraîner des situations où les personnes ne seront pas à jour contre certaines maladies. C'est le cas, par exemple, de la rougeole. Et c'est pour cela qu'on voit beaucoup de cas de rougeole chez des personnes adultes qui ne savaient pas qu'elles auraient dû être protégées contre cette maladie. Donc ce carnet, évidemment, doit s'intégrer dans l'écosystème national. On a parlé de Mon Espace Santé. Le système d'aide à la décision existe sans même être relié à un carnet. Ça s'appelle Mentor. Et c'est une application qui est référencée dans le catalogue des applications de Mon Espace Santé. Et aujourd'hui, nous sommes en train donc de référencer également le carnet de vaccination numérique qui, à terme, pourra communiquer de manière bilatérale avec le DMP. Et donc, on peut voir ce carnet de vaccination numérique comme un outil complémentaire du DMP qui va rendre des services. Et par exemple, qui va pouvoir mener de nouvelles actions comme des actions d'aller vers. Imaginez, vous êtes chez vous, vous ouvrez votre carnet et vous savez que vous n'êtes pas à jour contre telle maladie, mais vous pourriez cliquer sur un bouton pour prendre rendez-vous de façon à ce que, par exemple, soit quelqu'un vienne à votre domicile vous vacciner, soit que vous puissiez aller facilement chez un professionnel de santé. Et là, effectivement, les pharmacies sont une nouvelle opportunité de se faire vacciner de manière plus simple en termes organisationnels. Et puis, les outils doivent également servir à la santé publique. Donc ces outils permettent de collecter des données que nous nous sommes engagés à ne pas commercialiser et à réserver aux autorités de santé. C'est vraiment un outil de santé publique. Et à terme, ce que nous imaginons d'ailleurs, c'est une délégation de service public. Ça ne pourrait ne plus s'appeler mesvaccins.net, ce serait l'outil gouvernemental. C'est ce que nous visons en fait. C'est ce que nous sommes en train de faire dans d'autres pays européens. Nous avons initié cela parce qu'il fallait bien commencer, et nous avons commencé de cette manière, mais à terme, c'est un outil qui doit évidemment nous échapper complètement en termes d'utilisation des données. Nous n'avons aucune légitimité à faire cela, mais nous avons une légitimité pour réaliser des outils innovants, pour les faire progresser, parce que nous sommes une structure agile qui permet de s'adapter rapidement à de nouveaux besoins. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que différents organismes publics les utilisent, comme Santé publique France, ou comme les ARS. Actuellement, nous avons mis en place une plateforme numérique de suivi de la vaccination dans les collèges dans 12 régions. Nous avons également mis en place des tableaux de bord qui permettent d'évaluer l'application des recommandations vaccinales ou de disposer d'indicateurs comme des couvertures vaccinales granulaires. Et tout récemment, nous avons mis en place un outil qui permet, à l'aide de l'intelligence artificielle générative, de produire des requêtes en langage naturel. Par exemple, quelle est la couverture vaccinale contre le pneumocoque des personnes atteintes de diabète, par exemple. Et donc, il y a un mix entre l'intelligence artificielle générative qui n'est pas toujours contrôlée et la requête qui, elle, qui est déterministe et qu'on peut contrôler, qu'on peut sauvegarder. Et de cette manière, on peut allier, je dirais, les meilleurs des deux mondes pour mieux évaluer et surveiller l'évolution de la vaccination et mieux accompagner les citoyens, les professionnels de santé et les autorités de santé dans l'application des recommandations vaccinales. Merci beaucoup, Jean-Louis. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Ça fait votre concept et la façon dont vous l'avez mis en place, ça fait quoi? Ça fait 12 ans, 15 ans 15 ans, ouais. 15 ans. 15 ans qu'on en parle. Pourquoi, au bout de 15 ans, on n'a pas encore cet outil mis à disposition de façon simple de n'importe quelle mère de famille qui puisse aller retrouver sur un site internet toutes les possibilités d'information qui existent, en particulier par l'intermédiaire de mesvaccins.net. Je pense que les raisons sont complexes et elles ont évolué au cours du temps. Alors une première raison, c'est que souvent l'État préfère
faire appel à de grands groupes connus, plutôt qu'à des organisations plus petites et plus agiles et plus innovantes. Ça, je pense que c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est la multiplicité des acteurs. Chaque fois qu'on a présenté nos outils, on a toujours reçu un accueil très favorable de la part de nos interlocuteurs, mais il y a beaucoup d'interlocuteurs. Il y a la Direction générale de la santé, l'Agence du numérique en santé, la délégation pour le numérique en santé, l'assurance maladie, et donc pour mettre tout le monde d'accord, mais c'est difficile. Mais progressivement, ça se fait. Et donc ça se fait, et je dirais que ça s'impose plus par la base. C'est plus du bottom-up, comme vous direz les anglo-saxons, que du top-down. Mais ça se fait. J'ai pris l'exemple des régions tout à l'heure. Donc les outils sont en place dans les régions aujourd'hui. Santé publique France, là c'est national, ils les utilisent. Bon, donc on y arrive. Mais c'est vrai que c'est plus difficile probablement en France que dans d'autres pays, puisqu'on l'a fait déjà au niveau national au Luxembourg, qu'on est en train de le mettre en place en Belgique, en Pologne, en Lettonie, dans des pays très, très différents. La nomenclature unifiée des vaccins est soutenue par les États-Unis qui veulent en faire effectivement une référence internationale. Donc on a des soutiens, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui ces soutiens sont plus internationaux que nationaux, mais on n'a pas renoncé. Je pense que c'est parce que la France est plus intelligente que les autres pays du monde, donc elle doit penser plus loin et donc découvrir des choses que... enfin non, je trouve ça désolant que quand on a des initiatives de cette qualité, on ne puisse pas les avoir sur le terrain. Et d'ailleurs, pour lire un calendrier vaccinal, c'est pas facile. C'est pas facile même pour un professionnel de santé. Jean-François, tu voulais poser une question ? Oui, je voulais poser une question et répondre à ton interrogation. Je crois que pourquoi ça n'a pas été plus tôt, c'est parce que le système n'était pas mûr, parce qu'on a ce qu'on appelle une dette technologique avec tout un tas, chacun ses outils qui ne sont pas interopérables. Donc c'est super, mais c'est un outil de plus pour les professionnels qu'il faut qu'ils interrogent. Et que maintenant qu'on a Mon Espace Santé, ça peut être enfin, si c'est bien géré, une plateforme interopérable qui permettra, actuellement on n'a que le catalogue, mais il commence à y avoir des applications qui s'interfacent avec Mon Espace Santé, avec le DMP, qui vont permettre de pouvoir faire cette synthèse. Il y a plein d'outils. Regarde le DP, j'ai reçu un mail hier, maintenant, le DP, le dossier pharmaceutique, l'ordre des médecins m'annonce que moi, usager, je peux avoir accès à mon DP, c'est tout nouveau. Jusqu'à présent, c'était qu'un outil professionnel. Donc je pense qu'il a fallu progressivement qu'il y ait les outils d'interopérabilité pour le faire. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est extrêmement intéressant, mais ce que vous faites, mais du coup, vous allez avoir une base de données extrêmement riche. Est-ce que vous avez l'intention de pouvoir ouvrir cette base de données comme un entrepôt de données de santé pour qu'on puisse travailler dessus à travers le HDH, par exemple, parce que vous aurez une quantité de données intéressantes qui peut intéresser aussi bien les universités et laboratoires que les usagers sur... Est-ce que vous avez l'intention... Ouais. Nous nous sommes engagés à ne pas nous-mêmes utiliser ces données. Ça fait partie de nos engagements qui ont été prononcés il y a 15 ans. Il y a absence de publicité sur nos sites, l'indépendance des laboratoires pharmaceutiques, nous recevons aucun financement de l'industrie, et l'engagement à ne pas commercialiser les données de santé qui sont réservées aux autorités de santé. C'est déjà le cas, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments, Santé publique France, les ARS, effectivement, peuvent utiliser ces données. Et donc, oui, bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à en faire un entrepôt de données. Et ça pourrait devenir un système d'information pour la vaccination tel que ceux qui existent aujourd'hui en Europe du Nord, qui contribuent largement au succès de la vaccination, d'ailleurs dans ces pays. Et donc, on pourrait mettre en place ce type de système avec nos briques technologiques en France, je pense. Nous avons d'ailleurs, nos outils ont été recommandés par l'ECDC au niveau européen. Donc c'est tout à fait possible. Bien sûr, la gestion des données elle-même nous échappe complètement. Soyons bien clairs là-dessus. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas tout demander à la puissance publique. Tu accusais, et nous sommes beaucoup accusés en disant Mon Espace Santé, ça avance pas vite, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, ce qu'il faut faire, c'est donner l'accès aux initiatives privées, intelligentes comme ça, qu'elles puissent intégrer le système. Parce qu'on ne peut pas demander à la Sécu et à la puissance publique de tout faire. De toute façon, si on demande à la Sécu et à la puissance publique de tout faire, elle dira non. Ouais. Parce qu'elle considérera qu'à ce moment-là, il y aura éventuellement des liens d'intérêt ou des choses comme ça.
Donc on est tranquille. L'éviction de l'initiative privée ou d'un certain nombre d'acteurs est une initiative qui est vue avec une dose de suspicion suffisante pour que ça prenne un temps fou en termes de décision quand on discute avec toute une large part de l'administration. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe quand on voit les circuits qui existent entre la DSS, la DGOS et la DGS pour essayer de prendre une décision de santé publique. C'est pas évident du tout, parce qu'à chaque fois, chacun fait valoir le fait que oui, mais il y a tel interlocuteur à l'intérieur du consortium et ça n'avance pas. Tu as raison, mais les entrepôts de données de santé via le HDH, la plateforme des données de santé, permettent justement d'avoir un accès à tous les acteurs, publics ou privés, lucratifs ou non lucratifs, à condition qu'il y ait des intérêts de santé publique. Donc c'est intéressant. Mais je pense que c'est l'un des rares secteurs sur lequel justement, et je pense que l'influence en particulier de Dominique Pont et de Laura Letourneau a été importante là-dessus, pour structurer ces bases et faire en sorte qu'il y ait une ouverture d'esprit à l'utilisation de la donnée. Jean-Marie, tu voulais faire un commentaire ? Oui, je voudrais faire 2 commentaires. Le premier, j'ai trouvé donc en fait passionnant ce qui s'est dit, et je retiens une phrase de donc Jean-François Thébault. Un professionnel de santé convaincu est en fait convaincant, et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que s'il n'est pas convaincu, il n'est pas convaincant. Et moi, je voudrais donc plaider pour un truc qui est peut-être un peu hors des clous et pas tout à fait comme il faut, mais je pense qu'il faut inclure dans le périmètre des gens convaincus et convaincants les ostéopathes. Parce qu'ils sont très utilisés par la population. Un certain nombre sont pro-vaccins, et d'ailleurs sont en fait vaccinés, et donc ils n'osent pas le dire. Et je pense qu'il faudrait vraiment travailler avec eux de façon méthodique à long terme pour qu'ils deviennent des promoteurs de la vaccination. Ça paraît dingue comme ça, mais en fait ça commence à fonctionner à bas bruit sur le terrain, et je pense qu'il faut donc amplifier le mouvement. Alors là, c'est pas... c'est un peu hors des clous. Hein. C'est un peu hors des clous, oui, tout à fait. Non, mais Jean-Marie a raison. Tous les professionnels de santé, réglementés ou pas, devraient porter le même message. C'est clair. Non, mais on est complètement d'accord. Y compris les aidants. Oui. Yvon, je voulais vous poser une question sur la position de l'Académie. On sait qu'elle est définitivement pro-vaccination. Mais il y a 2 choses il y a au moins une chose qui change, je trouve, et qui est tout à fait intéressante, et j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, puisqu'on parle des aspects médico-sociaux. On parle maintenant de vaccination tout au long de la vie. Et on parle plus simplement de vaccination chez le nourrisson, chez l'adolescent, on parlait jamais de la vaccination chez l'adulte, donc ça c'est autre chose, et puis ensuite chez la personne âgée. Ce concept de vaccination tout au long de la vie, comment on peut l'expliquer à ceux qui nous regardent ? Alors, je crois que c'est un des points importants que moi je retiens aussi de cette intéressante discussion. Je pense que le bon exemple, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est ce qui se passe chez le nourrisson. Tout le monde admet maintenant, et on verra tout à l'heure que ça n'a pas été aussi simple que ça, qu'il faut vacciner les nourrissons, les enfants. C'est dans l'image populaire et ça ne se discute pas, sauf une frange extrêmement marginale de la population. Et je crois qu'il faut s'inspirer de cet exemple pour choisir des cibles. Et la cible prioritaire, là je vois Yves Buisson dans la salle, c'est les personnes âgées. C'est les personnes âgées, et il faut faire chez les personnes âgées ce qui a été fait chez le nourrisson. Et c'est la cible prioritaire, et il faut donc un carnet vaccinal de la personne âgée. Et ce carnet vaccinal doit bien sûr être numérique, mais la population âgée est celle qui a la plus de difficultés, donc accès au numérique. Elle n'est pas avec son smartphone
tout le temps dans les campagnes, tout ça. Donc, ça bouge, mais ça va encore mettre des années à bouger. Et je pense qu'il faut une information extrêmement claire sur les vaccins de la personne âgée, sur le calendrier vaccinal de la personne âgée. Il faut à la fois papier, et je pense pour les personnes âgées, il faut qu'il soit accessible dans les cabinets de médecins, qu'il y ait des affiches donc, sur les vaccins de la personne âgée, qui ne sont pas ceux du nourrisson. On ne va pas faire du méningo B forcément donc, à la personne âgée. Parce que je pense qu'actuellement, il y a une information majeure à donner aux médecins, aux soignants, aux pharmaciens. Une anecdote, moi je suis allé chez ma pharmacienne au fond de la Bretagne pour demander le vaccin contre le RSV. Elle me dit, mais le RSV c'est quoi? Je dis, c'est le virus de la bronchiolite. Ah oui, là donc, bon, simplement il y a une information à donner qui n'existe pas actuellement. Donc il faut cibler donc, la personne âgée. Une deuxième cible après, donc ce sera la femme enceinte. Parce que là aussi, il y a un calendrier vaccinal chez la femme enceinte qui n'est pas forcément celui de la femme âgée, ou de la personne âgée ou du nourrisson. Voilà, je crois que c'est en ciblant les populations qu'on progressera donc, beaucoup. Et c'est la position, donc, en particulier de l'Académie. Et c'est pour ça aussi que nous avons une réunion donc avec la Haute Autorité de Santé, avec la Direction Générale de la Santé, donc le 4 décembre, ici à l'Académie, pour essayer d'avancer et de faire bouger donc, les lignes sur cette population. Et puis, si on réussit sur les personnes âgées, bien sûr, il faudra utiliser d'autres cibles. Bon, comme ça a été fait aussi chez l'adolescent avec le papillomavirus, c'est-à-dire qu'il faut cibler. Donc, chez le nourrisson, c'est dans les mœurs. Maintenant, il y a 11 vaccins et ça passe à 13. À mon avis, ça passera sans aucun problème. Alors, il y a aussi une idée, Jean-Marie, par rapport à l'image du Portugal. On a l'impression qu'en fin de compte, le Portugal a réussi à faire en sorte que le geste vaccinal ou le recours au vaccin soit banalisé, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça fait partie des stratégies qu'on doit utiliser en pratique courante et aller se faire vacciner, en fin de compte, ça fait partie des choses qui sont naturelles. Est-ce qu'en France, on a ce même sentiment, alors que c'est la patrie Pasteur quand même, ce même sentiment dans la population de banalisation, de choses qu'on doit faire de manière régulière, ou est-ce que justement, il n'y a pas un côté un peu exceptionnel à la vaccination qui fait qu'il y a un rapport un peu magique au vaccin qui est différent? Alors magique, enfin oui, peut-être, comment dire. Moi je pense qu'au Portugal, la grande différence avec la France, c'est qu'au Portugal, il y a eu une volonté politique, collective, qui a été maintenue à long terme. En France, on est en fait comme une équipe de foot où donc chaque joueur joue en fait séparément. Eh ben, tu veux les passes, elles ne marchent pas et on perd. Et donc, il nous faut un coach, il nous faut un entraîneur qui nous dise, bon, écoutez les gars, ça va bien comme ça, maintenant on va jouer au foot. Qui est-ce qui pourrait être le coach? Eh ben, en fait, les élus. Il nous faut une volonté politique, il nous faut un programme de prévention à long terme porté par les politiques. La seule chose qui marche, c'est les plans qui sont faits, portés par les présidents de la République. Plan cancer, plan maladie rare. Est-ce qu'il faut un plan vaccin? Ben, si tu veux, il y a eu un plan Airbus, il nous faut la même chose. Et enfin oui, la vaccination, pas toute seule. Les mesures barrières, c'est pareil. La prévention, c'est un tout. En fait, c'est comme au billard. En fait, on fait des bandes. C'était d'ailleurs la conclusion du CCNE. Hein. Une telle décision appartient aux politiques. Et Agnès Buzyn l'a bien dit tout à l'heure.
la position était simple sur les 11 vaccinations. Quand elle a posé la question aux autorités scientifiques, la réponse a été faites comme vous voulez, c'est vous le politique qui décidez. Il n'y a pas la main sur la caisse. Juste un petit mot sur Airbus. Airbus, c'est un exemple unique, il n'y a pas d'autre équivalent. Et c'est né d'une entreprise innovante. Hein. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Et puis d'une volonté politique de Gaulle de relancer le programme Caravelle. Mais on s'est appuyé sur des initiatives de terrain. Hein. C'est pas arrivé comme ça. Ça a moins marché avec le France. Et c'est un exemple unique, en plus. Non, mais si tu veux, en fait, quand on regarde Airbus, moi, en fait, tu veux sincèrement, quand vous m'avez dit, viens donc parler de l'Europe, tout ça, moi, j'avais envie d'aller voir les gens d'Airbus en leur disant, est-ce que vous avez un historique comment est-ce que ça a démarré, cette histoire? Alors, les mecs sont morts, je crois, ou ils doivent plus être, très jeunes, très frais, mais vraiment faire un travail de fouille pour regarder comment est-ce que la France a réussi à donc lancer une politique européenne industrielle qui est une réussite formidable. Tu veux, quand on voit Boeing à côté, on se dit, donc là, vraiment, j'en étais bon. L'avenir de la vaccination, Yvon, c'est quoi? C'est la vaccination thérapeutique, c'est... Je pense qu'il y a eu un changement total avec la Covid. Et la vaccination apparaissait comme quelque chose un peu du passé. C'était de la médecine ronron. Donc, et c'est aussi pour ça que beaucoup de choses n'ont pas bougé. Et puis, avec la Covid, on s'est aperçu qu'il y avait des risques tout à fait nouveaux de maladies émergentes. Il va y en avoir une demain, dans 3 mois, dans 6 mois. Et on va se tourner là de nouveau vers la vaccination en disant, voilà, c'est la seule chose qui peut nous apporter donc, et sauver un peu l'humanité. Ça a été un peu l'angoisse avec le Covid. Donc, je pense que les vaccins sont passés d'un vieux traitement qui n'intéressait pas grand monde, y compris les laboratoires pharmaceutiques et encore moins la population, à quelque chose qui est maintenant une stratégie thérapeutique majeure. Et je pense que ça sera un des traitements majeurs contre le cancer dans les années à venir. Donc, dès à présent... Donc, beaucoup d'équipes mettent au point des vaccins contre certaines tumeurs cancéreuses, à la fois sur le plan thérapeutique, parce qu'on a déjà des vaccins prophylactiques. L'hépatite B, quand même, est le premier vaccin contre le cancer. Donc, le papillomavirus est le second. Donc, c'est des choses qui commencent à rentrer, encore que l'hépatite B, c'est pas rentré dans la tête à la fois des soignants et de la population, que c'est quand même un vaccin anti-cancer. Oui, tout à fait. Alors écoutez, on arrive à la fin de cette session qui était tout à fait passionnante, et vraiment merci de vos interventions. Yvon, avant de vous laisser la parole pour un mot de conclusion, je vais faire juste une annonce. Vous savez qu'à la Fondation de l'Académie de médecine, cette année, on avait 2 grands thèmes. Il y avait un thème qui était le thème de la vaccination, et puis il y avait un autre thème qui était santé des femmes. Et donc notre dernière session de santé des femmes, la 7e, aura lieu en présentiel et en distanciel à l'Académie de médecine le 5 décembre prochain, après-midi, donc entre 14h et 17h30, et 14h30 et 17h, pardon, je décale d'une... Les thèmes seront gestion du désir d'enfant, suivi de grossesse et postpartum. Donc on a parlé déjà de la vaccination des femmes enceintes à la dernière session, justement pour montrer l'intérêt qu'il y a à protéger, en protégeant la mère, de protéger l'enfant. En particulier, c'est typique pour la coqueluche. Et on soulèvera également toutes ces questions-là lors de cette session, je pense, le 5 décembre prochain. Voilà. Un mot de conclusion ? Alors, ce sera 3 mots de conclusion, parce que je retiens de cette matinée extrêmement intéressante 3 choses.
La première chose, c'est que l'acceptation du caractère obligatoire vaccinal varie avec le temps et dans la population française. Et je retiens cette phrase d'Agnès Buzyn que la vaccination contre la diphtérie et le tétanos donc, est parfaitement acceptée par la population. Je voudrais reprendre une anecdote. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une anecdote, le 15 décembre, ici, dans 1938, dans cette académie. Ramon, qui a été le grand homme de la vaccination. C'est lui qui a montré qu'on pouvait associer plusieurs vaccins dans une même seringue et donc pouvoir vacciner contre plusieurs maladies à la fois. Ramon voulait rendre obligatoire la vaccination contre la diphtérie chez les enfants. 1938. Il a fait l'objet d'une campagne donc, de presse haineuse comme on n'imagine pas à l'heure actuelle. Donc en disant donc on va tuer tous nos enfants français. C'était en 1938, on sentait qu'elle devait arriver la guerre. Et on dit bon, Ramon est vendu aux Allemands et il va tuer tous nos enfants, alors qu'on a besoin d'enfants et besoin de soldats. Et il y a une campagne dans l'Action française, mais aussi à la Chambre des députés. Et le 15 décembre, donc, un député a interpellé le ministre de la Santé en disant, là, Ramon est en train de vouloir tuer tout le monde, tous nos enfants. Il y a eu des livres, enfin une campagne absolument haineuse. Et ce jour-là, Ramon a donc réfuté dans la nuit, donc réfuté point par point les arguments donc, de Henriot, ce député qui avait interrogé le ministre, et s'est adressé, alors que ce n'était pas prévu, donc à l'ordre du jour, de l'Académie de médecine, donc en récusant tous les points. Et la totalité de l'Académie de médecine, avec son président, Sergent, avec Robert Debré, donc ont défendu Ramon. Pour vous dire que ce vaccin, qui est maintenant bien donc, accepté, n'a été rendu obligatoire finalement qu'en 1951. Hein, donc ça nous rend optimistes sur la façon dont la population peut aussi bouger et accepter les choses. Je pense que les PMI, le carnet de santé donc des nourrissons, a fait que la vaccination des nourrissons, quel que soit le nombre donc, de vaccins, c'est bien passé. Donc, une information claire, précise, non contradictoire, peut faire bouger la population qui, dans son ensemble, est assez pro-vaccin quand même en France. La deuxième chose, c'est le changement de paradigme. On vit depuis 70 ans sur une médecine de soins, donc qui a été utile, qui est centrée autour des CHU, et on soigne et toujours plus. Et en fait, il faut changer de paradigme et passer d'une médecine de soins, qui est nécessaire, aussi à une médecine de prévention. Or, la vaccination, c'est le pilier, c'est l'un des piliers de la prévention. Et pour l'avenir, donc vaccination contre les maladies infectieuses actuelles, contre les maladies émergentes qui vont arriver, contre des maladies inflammatoires et auto-immunes. Donc la vaccination est un des piliers de ce changement de paradigme. Et le troisième point, qui est un point plus pratique, et je vais être court, c'est le carnet vaccinal personnalisé, donc adapté à chaque situation. C'est fait pour le nourrisson, il faut le faire pour la personne âgée, donc qu'il soit papier, numérique. De toute façon, il faut qu'il soit numérique, c'est bien, mais aussi il faut une information claire sur les vaccins pour chaque population. Voilà, je vous remercie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Vraiment, merci pour tout. Merci à tous nos intervenants. Merci également à Agnès Buzyn et à Sidney Seban, qui n'ont pas pu être présents avec nous. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc, mais à l'Académie de médecine et sous l'égide de l'Académie de médecine,
le 4 décembre prochain, donc pour ce débat qui va être passionnant entre la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé et l'Académie de Médecine. Merci pour tout et à très vite.